Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous accueillir. Je suis Frédéric Ferrer et très honoré aussi de partager ces moments avec vous parce que, comme on dit, on n'a pas tous les jours 70 ans et c'est un anniversaire, mais aussi un événement marquant pour la NF1 et puis pour toute cette grande famille que vous représentez aujourd'hui. Alors l'ambition, parce qu'en général, quand on parle d'anniversaire, on regarde dans le rétroviseur. Non, nous, on va regarder devant. Il y a eu 70 ans qui viennent de s'écouler. Regard vers l'avenir, vers ces horizons, un petit peu flous, avec des mutations que vous connaissez, que vous vivez au quotidien avec vos équipes. Mais c'est vrai que la NF1 a toujours fait preuve, c'est dans son ADN, c'est dans votre ADN et dans les gènes d'avant-gardisme et c'est pas prêt de s'arrêter. L'idée c'est de se retrouver, d'échanger, de partager autour des sujets et des enjeux de nos secteurs. Je remercie Madame la Ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, Carole Grandjean, d'être à nos côtés. Merci Carole d'être avec nous. Je salue le délégué interministériel au développement de l'apprentissage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, cher Patrick Toulmé. Bonjour Patrick, merci d'être là. Et je vais vous demander tarder d'accueillir nos hôtes qui sont à l'origine de cet événement et de cette rencontre en toute proximité. Le président et le vice-président de la NF1, Bernard Guyot, Stéphane Rivière, que vous accueillez très chaleureusement, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Madame Carole Grandjean, ministre déléguée à l'enseignement et à la formation professionnelle, Monsieur Patrick Toulmé, délégué interministériel au développement de l'apprentissage dans les territoires prioritaires de la politique de la ville. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation à partager les 70 ans de notre association aujourd'hui. Je ne retracerai pas l'histoire de ces dernières années. Nos équipes ont préparé un film rétrospectif qui nous sera présenté tout à l'heure. Mais je signalerai quand même, à titre de clin d'œil, qu'il y a 42 ans, alors que je n'avais pas mon bac, j'ai effectué ma première formation professionnelle de jeune garagiste qui s'appelait FAG, formation appliquée à la gestion, au sein de cette institution appelée à l'époque d'un nom imprononçable, Enfragme, devenue paritaire, sans laquelle je ne serais certainement pas devenu le chef d'entreprise d'un groupe de distribution bourguignon. Aujourd'hui, je parle toujours de la Bourgogne quand je suis quelque part. Et c'est entre autres pourquoi je préside aujourd'hui bénévolement la NFA. Et j'en profite à cet instant pour remercier tous mes prédécesseurs, effectivement, qui ont œuvré à ces 70 ans de vie associative. Je vous propose de revenir par contre sur nos 5 missions statutaires. Animer l'observatoire prospectif des métiers et de leurs qualifications, être l'outil d'expertise de la branche aval de l'automobile en appui de l'opcomobilité, dans le cadre du développement de la GPEC de branche, en étant au plus près des réalités, des métiers, des entreprises et surtout de leurs évolutions et mutations à venir. Proposer l'ingénierie des dispositifs de formation professionnelle en étant appui et conseil de la branche et de l'opcomobilité. Proposer et élaborer avec la commission paritaire nationale de la branche des certifications. Assurer le contrôle, l'organisation et le suivi des jurys de qualification pour le compte de la branche. Le contexte nouveau qui concerne le monde de l'automobile consécutif aux évolutions réglementaires, récemment confirmé par l'Europe, est une vraie révolution qui fait passer plus d'un siècle de mobilité et de technologie à un monde d'avant équivalent au transfert de la voiture à cheval vers le moteur thermique. Si l'amont de ce monde, les constructeurs, ont déjà anticipé ces profondes mutations, prises en compte et accompagnées par les pouvoirs publics, je ne suis pas sûr qu'il en soit de même pour la distribution, qui doit s'adapter aussi très rapidement aux transformations profondes engendrées par les nouvelles technologies déployées afin de protéger notre planète. C'est pourquoi nous avons engagé, pour la première fois, une étude avec les constructeurs afin d'appréhender leur vision des nouveaux métiers, impactant le monde des réseaux de distribution et de se mettre en prospective avec les directions RH de Laval afin de préparer, adapter, anticiper et créer les métiers de demain, et c'est l'objet de nos travaux de la vision 2035-2040 de notre association paritaire. Paritaire, j'insiste, parce qu'effectivement, c'est la raison de notre présence à tous les deux. Depuis combien de temps ? Là, on va attaquer les 4 ans tous les deux. Oui, mais je dirais un petit peu plus longtemps pour moi, puisque le paritarisme dans la NFA, c'est 30 ans. Et en ce qui me concerne, c'est 20 ans. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Nous souhaitons à ce titre vous faire part de 3 sujets chers à la branche nécessitant l'évolution des dispositifs.
avec près de 70 000 jeunes en formation initiale, statut scolaire et alternance. 9% d'alternants dans les effectifs de nos entreprises. La branche est très attachée à la qualité et à la pérennité des actions de formation en CFA. Au-delà du coût contrat assuré par l'OPCO Mobilité, la branche, grâce à l'OPCO et la NFA, participe également à l'investissement en matériel. Pour autant, certains CFA se trouvent confrontés à des situations particulières, faibles effectifs en zone rurale ou au contraire charges importantes sur des grosses agglomérations comme en Île-de-France. Nous souhaiterions, via la contribution conventionnelle de branche, pouvoir compléter les coûts contrats, une disposition légale et nécessaire pour nous ouvrir cette possibilité. Concernant les lycées professionnels, nous accueillons favorablement la réforme doublant les périodes de stage pratiques en entreprise, je fais la parenthèse, contrairement aux enseignants, et nous engageons à accueillir au sein de nos structures ces stagiaires sous réserve d'une indemnité inférieure à la rémunération d'un apprenti. Ensuite, pour faire face à des besoins sur des métiers en tension, la branche, à côté des mesures d'insertion, a travaillé dans le cadre de son accord GPEC à la mise en place de passerelles intra-branches afin de permettre des reconversions de secteurs en difficulté, comme la distribution de carburant vers des métiers à fort potentiel en recrutement, comme la maintenance automobile. Chaque passerelle donne lieu à la formalisation d'un parcours composé de blocs de compétences d'ores et déjà existants. La PROA nous semble le dispositif le plus adapté toutefois à sa mise en œuvre, mais sa mise en œuvre apparaît lourde pour notre secteur, composé à 96% de TPE, et par ailleurs, le financement de base des OPCO n'est pas suffisant pour accéder à des métiers très techniques. À ce titre, nous nous félicitons que l'ensemble de nos certifications soient éligibles, 78. La politique en matière de certification de branche, et CQP, ou titre à finalité professionnelle, est très active et porte ses fruits avec 93% d'insertion professionnelle dans nos métiers. Toutefois, depuis la réforme de 2018, France Compétences ne cesse d'alourdir le process. France Compétences ne cesse d'alourdir le process et les informations à fournir, alors même que ces certifications font d'ores et déjà l'objet de débats paritaires. Leur mise en place correspond donc à des besoins avérés. Siégeant également en commission professionnelle consultative, nous constatons un écart grandissant entre les exigences des référentiels des diplômes d'État et ceux des certifications de branche. Loin d'être critique sur la nécessité d'un socle qualitatif pour les certificateurs, nous souhaiterions une certaine équité entre les diplômes d'État et les certifications de branche. Nous souhaitons poursuivre un dialogue constructif sur ces sujets avec l'ensemble des parties prenantes. Vous l'aurez compris, la branche est confrontée à des évolutions inédites et des enjeux majeurs. Il est de notre responsabilité de renforcer ces actions afin de contribuer à la pérennité des emplois et des entreprises de la branche aval, qui, je le rappelle, représente près de 160 000 entreprises et plus de 500 000 actifs, sur une vingtaine d'activités pour un parc roulant de 37,5 millions de véhicules sur l'ensemble du territoire. J'espère ne pas avoir été trop long pour cette introduction, mais il me paraissait essentiel de vous déclarer ces messages, nous permettant de mieux envisager l'avenir au regard de cette nouvelle ère qui nous attend, avec nos collaborateurs effectivement qui s'y attachent au quotidien. Merci de votre attention. Président Bernard Guyot, je vous demande d'applaudir. Merci. Merci. Stéphane Rivière, vice-président. Alors, contrairement à Bernard, moi j'ai pas beaucoup préparé le discours pour faire très court. Ce matin, c'est suffisant. Le paritarisme, en fait, ça a été beaucoup critiqué, mais jamais égalé. Et donc, je suis quand même assez fier de travailler avec Bernard. Et dans tout son discours, même si on a quelques divergences, je pense qu'on va les régler en commission paritaire nationale. La NFA fête cette année ses 30 ans de paritarisme. Et moi, je suis fier depuis 20 ans de participer à cette aventure. L'aventure du répertoire national des qualifications. On a été précurseur, parce que la métallurgie qui vient de faire son coming out avec sa convention collective, il ne faut jamais oublier qu'on avait 15 ans d'avance sur eux, quand même. Puisque nous, les fiches de qualification, ça fait 15 ans qu'on les pratique. Et je suis d'ailleurs à la disposition des DRH, puisque je faisais partie de l'équipe qui a négocié, et j'ai l'esprit de l'accord. Voilà. Donc j'espère que la NFA continuera longtemps à travailler comme elle travaille actuellement dans le paritarisme. Merci à tous. Merci à vous. Merci à Bernard Guyot, à Stéphane Rivière.
Et je vous le disais, c'est un honneur, un privilège pour nous d'accueillir la ministre déléguée en charge de l'enseignement et de la formation professionnelle, Madame Carole Grandjean, que je vous demande d'accueillir très chaleureusement, s'il vous plaît. On va vous remettre un micro, un petit micro à chef. Ah ben voilà, passation de micro. Merci, chère Carole Grandjean, d'être à nos côtés aujourd'hui. Le micro est ouvert. Qu'est-ce que vous lui avez fait à ce micro? Bon, tout le monde a été bien traité ce matin, rassurez-moi. Bon, merci, très heureuse d'être là. Monsieur le délégué interministériel à l'apprentissage, cher Patrick, mesdames, messieurs les présidents et vice-présidents de l'ANFA, mesdames et messieurs les présidents délégués généraux de Mobiliance, délégués généraux de l'ANFA, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, vraiment très heureuse de vous retrouver. Je sais votre action, votre mobilisation et je suis très heureuse de pouvoir fêter avec vous ces 70 ans. 70 ans, c'est une belle maturité, c'est une belle longévité, mais c'est aussi, je crois aussi, la caractéristique d'une persévérance. Vous avez effectivement travaillé dans ce milieu pour vous adapter aux évolutions des métiers et je crois que c'est vraiment un très bel événement que vous fêtez là aussi, vraiment une étape dont vous pouvez être fiers collectivement parce que vous avez finalement porté un objet cœur, au cœur, j'ai envie de dire, d'un certain nombre de politiques publiques et puis cher au cœur des Français qui est évidemment celle de la voiture qui est un objet au centre de la vie du quotidien de millions de Français et on sait à quel point les questions des mobilités sont effectivement cruciales dans les questions sociétales actuelles et donc bravo pour l'engagement que vous avez pour accompagner ces évolutions, accompagner l'émancipation de chacun et leur autonomie. On sait à quel point les questions de mobilité sont au cœur des enjeux d'émancipation et d'autonomie des Français et évidemment la filière automobile, cette grande famille dont vous faites partie, doit pouvoir réfléchir à son avenir et organiser l'évolution des compétences pour s'adapter aux métiers de demain dans ces sujets des mobilités. Je voudrais vous dire que, bien sûr, cette filière est une grande famille avec plusieurs composantes qui ne vont pas les unes sans les autres. Et effectivement, on oublie trop souvent, mais les mutations qui ont un impact en amont sur notamment la production ont évidemment un impact en aval et vous en êtes évidemment le reflet. Cette filière automobile, elle connaît. Elle a connu, elle connaît et elle connaîtra encore des transformations. Elles sont profondes et surtout, elles vont très vite. Elles vont tellement vite qu'effectivement, il est nécessaire que nous accompagnions effectivement ces évolutions de manière très proactive et en circuit court, si je puis dire, vous et nous, pour accompagner ce défi immense qu'il faudra relever ensemble, celui effectivement de faire de ces transformations une opportunité économique quelque part et sociétale bien sûr pour nos entreprises et nos emplois. Ce défi des transformations, l'État le prend en charge grâce notamment au plan France 2030 et c'est un levier dont l'ANFA s'est tout à fait saisi, donc bravo, parce que nous avons effectivement eu l'occasion de le rappeler avec la Première ministre vendredi dernier, à l'occasion des 1 an du plan. L'État investit massivement avec 54 milliards d'euros de crédits pour faire émerger les futurs champions technologiques de demain et accompagner les transitions des secteurs stratégiques pour notre souveraineté, qu'elles soient industrielles, alimentaire, numérique et militaire. Et très clairement, les enjeux de transformation de la branche des services à l'automobile de demain font pleinement partie du plan France 2030. Ils ne se relèveront pas sans la formation des talents et sans l'adaptation des compétences, Monsieur le Président, des salariés, y compris ceux en reconversion professionnelle. Ce plan, il prévoit en particulier un investissement de 2 milliards d'euros par le biais de l'appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir. Et je salue à ce titre particulièrement le rôle de l'association qui est partie prenante, qui s'est mobilisée pour répondre à cet appel à manifestation d'intérêt. Je pense notamment au projet de maintenance des véhicules électriques que vous avez développé en partenariat et qui a été retenu par le jury international qui mobilisera donc 4,3 millions d'euros sur 3 ans pour financer 10 nouveaux parcours de formation. Et c'est une cible
cible ambitieuse et qui va concerner près de 60 000 salariés du secteur. Donc je voudrais vraiment saluer cette initiative, vous inviter à poursuivre cette démarche, car évidemment d'autres projets dans les mois à venir pourraient être présentés et couvrir encore des besoins de la branche que vous pourriez avoir identifiés. Le deuxième point sur lequel j'aurais souhaité revenir, c'est vous dire à quel point, évidemment, cette adaptation des compétences, l'enjeu des reconversions professionnelles est crucial pour votre branche et votre association. Le défi des reconversions professionnelles, vous l'avez compris, ça fait cœur finalement de ma feuille de route. C'est un sujet qui pour nous est véritablement transverse. C'est le trait d'union qu'on a souhaité effectivement pouvoir organiser entre le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation nationale pour organiser avec vous, avec l'ensemble des acteurs, ces transitions professionnelles qui doivent pouvoir s'organiser à l'échelle, si je puis dire, et de manière beaucoup plus volontariste que ce qu'on fait aujourd'hui en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, seuls 0,3% des actifs entrent dans des parcours de reconversion professionnelle. On est très loin de l'enjeu et du défi que nous avons en la matière, et donc il nous faut pouvoir organiser, et sur l'exemple de ce qu'on va faire ensemble, des passerelles de reconversion, travailler par bloc de compétences et travailler à accompagner les nouvelles compétences qui sont effectivement les enjeux pour vous de filière d'activité demain. Vous savez qu'on a commencé avec un petit, j'ai envie de dire, nouveau-ancien, qui est notamment la validation des acquis de l'expérience, qui a donc 20 ans. En fait, c'est 20 ans, donc elle n'est absolument pas nouvelle, la validation des acquis de l'expérience. Et pour autant, elle est insuffisamment mobilisée. On a en France la culture du diplôme, on a aussi la culture du parcours de formation initiale, et ça, il faut vraiment qu'on travaille collectivement dessus à changer le paradigme. On a réussi un certain nombre de transformations, j'ai envie de dire, culturelles sur le dernier mandat. Et je pense bien sûr à l'apprentissage. Il faut qu'on réussisse ce changement de culture sur la validation des acquis de l'expérience et cette culture de la formation initiale. Et puis je crois qu'il faut aussi qu'on change aussi l'image de nos lycées professionnels. Donc on a un certain nombre de biais culturels qu'il nous faut pour pouvoir travailler. Et la validation des acquis de l'expérience, cette approche par bloc de compétences est pour moi vraiment un levier sur lequel il faut que vous puissiez vous saisir. Et je vais y revenir dessus. L'autre sujet que vous avez évoqué, Monsieur le Président, c'est l'apprentissage. Et la branche des services de l'automobile a toujours cru, voire c'est une tradition chevillée au corps, avec un secteur qui a toujours fortement recouru à l'apprentissage. Mais c'est vrai que vous êtes particulièrement mobilisé pour l'apprentissage, avec plus de 35 000 apprentis dans votre branche, avec une croissance de près de 10% à la rentrée 2021. Et on voit qu'au global, il représente près de 9% de vos effectifs, ce qui est tout à fait impressionnant. J'avais l'occasion ce midi de le valoriser auprès de journalistes qui reconnaissaient que 9% d'apprentis, c'est tout à fait remarquable, et donc un grand bravo à vous. C'est le signe pour moi d'une confiance, celle que vous avez dans cette voie de formation, et quelque part du signe aussi de votre capacité à être précurseur sur les modalités de formation différenciées. Nous avons fait finalement le même pari que vous. On vous a suivi et effectivement on a fait le pari de l'apprentissage. On a fait le pari de l'apprentissage parce qu'effectivement on est convaincu que c'est une modalité pour apprendre un métier, pour devenir bien sûr citoyen et apprendre un métier et mieux s'insérer professionnellement. Vous savez que nous avons de fortes ambitions pour l'apprentissage, pour qu'on passe à l'échelle et qu'on aille vers le million d'apprentis partout, sur tous nos territoires, dans nos quartiers prioritaires de la ville aussi, cher Patrick, pour qu'effectivement ce soit un outil au service de l'insertion du plus grand nombre. C'est un renversement de culture que je crois que nous pouvons dire réussi, puisqu'effectivement, culturellement, je crois que les uns et les autres se sont appropriés l'apprentissage, et c'était pour nous vraiment un défi de gommer cette image qui pouvait parfois être encore négative sur l'apprentissage. Je crois que nous avons réussi ça, et bien sûr, cela a été soutenu, appuyé par notamment les aides à l'apprentissage que nous avons
prolongée sous forme d'aide exceptionnelle jusqu'à la fin de cette année. Nous sommes convaincus qu'elles doivent pouvoir continuer à être importantes de manière à passer à l'échelle et donc accompagner cette dynamique malgré encore les périodes à venir et le contexte que nous connaissons. C'est pour nous extrêmement important de maintenir une aide. Vous savez qu'il y a des concertations, on devrait bientôt pouvoir faire des annonces, mais le périmètre de cette aide, même s'il faudra clairement le calibrer autrement, il va continuer à être vraiment un soutien aux entreprises pour que vous puissiez continuer à mobiliser cet appui-là et recruter un maximum de jeunes par le biais de l'apprentissage. Je voudrais aussi saluer le fait de votre implication dans le partenariat dont nous sommes fiers. Et je pense au concours d'excellence mécanique alpine, auquel notre délégué interministériel est très attaché. Je peux vous assurer que dès les premières fois où j'ai vu Patrick, il m'en a tout de suite parlé. Et d'ailleurs, nous mettrons effectivement très bientôt, je crois, le pied à l'étrier en allant effectivement rencontrer l'association. Ce concours, c'est une initiative importante. Elle illustre l'intérêt que nous avons à mobiliser pour permettre aux jeunes de découvrir les métiers. Et je me permets de m'arrêter un tout petit instant là-dessus parce que c'est un sujet majeur, cette découverte des métiers, de travailler sur la représentation des métiers, de travailler sur l'orientation choisie. Et c'est un sujet majeur pour nous parce que dans les raisons du décrochage scolaire, dans les raisons du non-accès à l'emploi, nous avons cette question du manque de sens que peuvent avoir certains jeunes et de l'orientation subie. D'où l'enjeu majeur de la découverte des métiers dès la 5e, qui démarre cette année sous forme d'expérimentation avec plus de 10% des collèges volontaires pour s'engager sur la découverte des métiers. Donc nous aurons besoin de vous, Monsieur le Président, vraiment. Et nous aurons besoin de vous aussi demain pour passer à l'échelle, parce qu'à partir de la rentrée 2023, ce sera dans tous les établissements, dans tous les collèges, dès la 5e, que cette découverte des métiers sera organisée. Avec l'idée évidemment de ne pas les orienter, ces jeunes, mais de leur permettre de connaître les métiers qui existent dans la société et de manière tout à fait organisée, et donc de dépasser cette habitude de visiter l'entreprise de mon beau-frère ou de ma belle-mère, mais qui est plutôt organisée sous forme de famille de métiers pour découvrir les métiers des familles de métiers et pour susciter, nous l'espérons, des vocations et qui répondent aux besoins de la nation. Sur les lycées professionnels aussi, j'aurai besoin de vous, je compte sur vous. Vous savez que je suis engagée dans une réforme, une transformation du lycée professionnel qui a déjà connu une précédente transformation ces quelques dernières années, plutôt pédagogique. Il s'agit là de passer sur une transformation qui est plutôt structurelle, avec différentes orientations. Déjà de travailler sur les fragilités des élèves, et il ne faut pas les gommer, elles existent. De travailler aussi sur un meilleur rapprochement des enjeux économiques avec les lycées professionnels, et donc de travailler notamment sur la carte de formation et sur le rapprochement entre l'école et les entreprises, de travailler aussi sur les moyens pédagogiques que nous donnons aux enseignants, pour leur donner aussi des conditions de travail et d'exercice pour qu'ils soient aussi en condition de pouvoir réussir cet exercice professionnel. Au fond, de travailler à l'image du lycée professionnel, aussi bien que dans le fond, à la qualité des enseignements et au rapprochement avec le monde de l'entreprise. Et au fond, c'est important pour moi de vous passer ces messages-là aujourd'hui parce qu'une des craintes exprimée par les enseignants, c'est de ne pas vous trouver au rendez-vous de cette rencontre école-entreprise. C'est de ne pas vous trouver finalement quand ils vont vouloir chercher des stages pour les jeunes qui sont plus jeunes que ce qu'on a connu nous quand on était au lycée. Ils sont souvent mineurs, qui ont des difficultés. Il y a effectivement des situations aussi de handicap, d'élèves allophones, des stages qui sont plus courts, des entreprises qui ne sont pas la même pendant plusieurs années. Et donc toutes ces difficultés-là auxquelles sont confrontés ces élèves et ces enseignants, c'est une réalité et c'est donc de vous aussi que je vais avoir besoin pour pouvoir ouvrir vos portes et travailler avec nous à la découverte de ces environnements, à l'attractivité de vos métiers et à l'ouverture finalement des possibles qu'on peut ouvrir aussi chez ces jeunes. Rappelons-le, ils sont un tiers des lycéens à passer en voie professionnelle, donc c'est un enjeu aussi majeur d'avenir de notre pays, un enjeu majeur d'orientation économique et d'avenir de nos filières économiques. Je sais que vous avez
déjà entendu cet appel ou anticipé cet appel, et donc je voudrais vraiment vous remercier, car la commission paritaire de la branche vient tout juste de signer vendredi dernier une délibération par laquelle vous allez expérimenter la mise en place d'un dispositif de labellisation et de constitution de réseaux de lycées professionnels d'excellence. Et donc, je tiens vraiment à vous saluer et à vous remercier pour cet engagement. C'était effectivement important pour moi de savoir que je peux compter sur vous. Et j'ai l'impression, du coup, encore plus, mais j'y crois très fort, hein, quand j'essaie de convaincre les acteurs sur votre engagement et votre volonté de travailler avec eux. Voilà, ce type de signal me permet aussi de m'appuyer de manière objective sur un engagement de la filière. Monsieur le Président. Oui, et il faut qu'il soit aussi ouvert au monde de l'entreprise. Et il faut qu'il soit ouvert au monde de l'entreprise. Mais vous savez, voilà, c'est dans une relation amoureuse, il faut être deux. Et donc, voilà, vous serez deux. Et c'est ça qui est bien, vous serez deux. Voilà, en tout cas, vraiment bravo. Je sais qu'il faut effectivement faire connaître ces métiers, les parcours possibles, donner envie aux jeunes. Et évidemment, dans cette relation amoureuse, vous saurez le faire, j'en suis sûre. Je voudrais aussi valoriser la concertation avec les partenaires sociaux, et vous avez accroché ce sujet-là. C'est impératif pour nous, hein, dans le système de formation, de construire avec les partenaires sociaux ces orientations. J'ai parlé tout à l'heure de la validation des acquis de l'expérience comme un des chantiers sur lesquels on a effectivement pu avancer au niveau législatif, mais maintenant il reste encore bien d'autres travaux réglementaires et de mise en œuvre concrète, notamment au travers du service public de l'emploi. Le service de la VAE que nous souhaitons, il doit être plus simple, plus lisible, plus moderne. Il doit permettre de passer à l'échelle et donc d'aller atteindre 100 000 personnes qui font effectivement une VAE. Vous savez que c'est un impératif majeur d'accompagnement des reconversions professionnelles. C'est à nous donc de le faire de manière simplifiée, d'être plus orienté sur l'accompagnement individualisé des personnes. Mon objectif, c'est qu'aujourd'hui, on a 18 mois de parcours entre l'entrée et l'obtention du diplôme. C'est de passer à 4 mois. Aujourd'hui, on a 10% de personnes qui démarrent la VAE et qui l'obtiennent effectivement. C'est de passer à 100%. Et donc, effectivement, pour cela, il faut des outils qui permettent à chacun des acteurs de mieux se coordonner. Il nous faut moins de charges administratives pour que ce soit plus simple aussi de faire ce parcours. Et il nous faut aussi moins de lourdeur administrative aussi pour être plus juste. Parce que quand vous êtes en formation initiale et que vous faites un CAP ou un bac pro, vous avez des exigences d'écrit qu'il n'est pas juste que vous ayez au centuple par le biais de la VAE. Et donc, c'était important pour nous de travailler sur le fond aussi, sur une VAE qui soit plus en correspondance avec les diplômes et qui soit plus réactive pour accompagner, notamment par le biais de jurys qui se réuniront plus régulièrement pour qu'effectivement il y ait une dynamique et qui favorise la validation des acquis d'expérience. Je vais aussi travailler avec vous pour le compte personnel de formation et pour que ce compte personnel de formation soit davantage un outil connecté à la réalité des bassins d'emploi et aux compétences recherchées par les entreprises. Vous savez que j'ai défendu à l'Assemblée nationale et bientôt je le défendrai à nouveau au Sénat une proposition de loi visant à interdire le démarchage abusif et à sanctionner ceux qui le pratiquent. Effectivement, on a un sujet fraude, hein, on va se le dire très clairement, démarchage abusif et fraude. On a dû travailler sur un certain nombre de mesures et effectivement, Monsieur le Président, elle a un peu glissé, mais effectivement sur le démarchage abusif, sur des fraudes, notamment des fraudes de sous-traitance, mais aussi sur des fraudes à l'identité, d'où le passage en France Connect Plus, qui va demander plus d'exigences pour effectivement se faire reconnaître comme la vraie personne éligible au compte personnel de formation. Ça demande un peu de formalité, ça crée là un peu de remous dont j'ai bien conscience. Néanmoins, c'est un enjeu majeur si on veut des outils qui soient véritablement au service des intéressés et mobilisés au service des reconversions professionnelles. Il nous faut lutter contre tous les petits malins ou les gros malins qui effectivement cherchent à frauder.
C'est un enjeu pour nous, évidemment. On va travailler aussi sur des concertations qui seront lancées prochainement, Monsieur le Président, avec les partenaires sociaux pour aller plus loin et faire en sorte que le catalogue de formation éligible du CPF soit mieux ciblé vers les besoins de l'économie. Et c'est pour nous là aussi un enjeu. C'est comment est-ce qu'on accompagne mieux les métiers en tension, comment est-ce qu'on accompagne mieux les métiers d'avenir et comment est-ce qu'effectivement ces outils soient véritablement au service de la préparation des compétences de la nation. Et donc là encore, j'invite l'ANFA à examiner pour le compte de la branche comment mobiliser le compte personnel de formation dans une logique de co-construction, et c'est pour moi un des sujets importants. Vous avez parlé de France Compétences, mais c'est un nouveau-né, si je puis dire. Soyons bienveillants. Il va encore effectivement s'améliorer dans son fonctionnement. On va réfléchir tous ensemble à comment est-ce que lui aussi prend sa maturité, son élan. Mais il a fait beaucoup en peu de temps. Et je tiens quand même à saluer ses actions, notamment sur la régulation et la lutte contre les diverses fraudes qui ont dû être effectivement constatées. Je salue aussi la Caisse des dépôts qui, au travers de ses actions, a lutté aussi contre ces sujets. Vous savez que nous sommes attachés à soutenir l'apprentissage, et j'ai entendu votre message sur les coûts-contrats, et nous sommes évidemment là pour réfléchir à la suite et travailler très prochainement. Donc on lancera des concertations très bientôt sur l'avenir finalement des coûts-contrats et de leurs modalités de calcul. On est vraiment dans cette idée de poursuivre la loi de 2018, soyons très clairs là-dessus. On poursuit, on améliore, on régule, on travaille ensemble pour voir comment est-ce que ces outils-là sont vraiment au service des objectifs que nous partageons. Mais c'est vraiment dans cette idée de poursuite et d'amélioration que je m'inscris. Voilà, en tout cas, vous avez des défis cruciaux. Je les ai avec vous. On est chevillés au corps, j'ai envie de dire, dans l'idée que les compétences s'acquièrent tout au long de la vie, que 70 ans, c'est bien la preuve que les compétences s'améliorent et se transforment tout au long d'un parcours. Vous pouvez compter sur moi pour être à vos côtés. Soyons au rendez-vous des défis qui se présentent à vous. Et puis évidemment, toujours dans cette perspective de dialogue social. C'est important. Ça permet effectivement d'avoir des solutions qui sont co-construites, partagées et souvent le fruit d'échanges fructueux, riches, qui nous permettent des solutions partagées. Merci à chacun en tout cas. Bravo pour votre présence à tous. Merci Madame la Ministre. Et vous parliez tout à l'heure de relations amoureuses. Et c'est vrai que dans une relation amoureuse, on l'a tous noté, hein, il faut des preuves d'amour. Et votre présence était une preuve d'amour. Voilà, exactement. Merci beaucoup Madame la Ministre. Carole Grandjean, merci infiniment de votre présence qui nous honore. Voilà.